Certains disent que Lille a inventé le socialisme. C'est ici que Pierre de Jeter, ouvrier musicien, a composé l'Internationale. C'est la lutte finale, comprenons-nous et demain. Lille la grise, Lille la rouge, Lille l'ouvrière, la culturelle, Lille la commerçante. Depuis plus d'un siècle, la capitale des Flandres évolue, digère ces bouleversements. Lille entre dans le XXIe siècle, mais demeure fidèle à son histoire, fondamentalement socialiste. Une chaîne ininterrompue. Debout les damnés de la terre, debout les forces de la foi. Et depuis 2001, Martine Aubry. À 51 ans, Martine Aubry a pris le beffroi, comme on dit par ici. 3 mandats plus tard, la fonction la passionne toujours. Elle s'y consacre tout entière. Elle est à Lille depuis si longtemps que certains croient qu'elle est née ici. Et si l'histoire n'était pas si simple. Voilà. Pourquoi je l'ai pas celui-là? Quand même incroyable. Vous l'avez, c'est longtemps. Non, voilà, maintenant je l'ai. Merci beaucoup. Bonne journée. Oh non, moi rien ne m'agace. J'adore la braderie, ça me met de bonne humeur, il fait beau, je suis entourée de gens sympas, je vois plein d'amis, des gens qui viennent de partout, donc je suis pas du tout agacée, je suis de très bonne humeur. Martine Aubry et Lille. Non, c'est un lieu pour être... La rencontre de 2 destins, le récit d'une double métamorphose. Sa personnalité, Bon, Martine Aubry dit toujours, on dit que j'ai mauvais caractère, mais c'est ce qu'on dit de toutes les femmes qui ont du caractère. Oui, effectivement, Martine Aubry est une femme qui aime l'ordre, qui aime les choses bien préparées, qui est exigeante. Très travailleuse. Sa qualité principale, c'est l'obstination. Elle va au bout de ses dossiers et elle connaît ses dossiers. Mais son défaut principal, c'est qu'elle est têtue dans son obstination. Ah, c'est une vraie cheftaine, oui. Mais non, mais je vais vous prendre. Jean-Louis va nous prendre. Jean-Louis, vas-y. Qui sont beaux. C'est quelqu'un d'assez carré, parfois un peu brut de décoffrage. C'est quelqu'un qui n'aime pas forcément composer avec ses interlocuteurs. Je préfère dire les choses directement, voilà. Et je pense aussi que le respect des autres, encore une fois, c'est ça. Ou alors, il ne faut pas faire de politique. Ou alors, on est dans la communication, on est dans la démagogie, on est dans le clientélisme. Toutes choses que j'exècre. Voilà. Martine Aubry, pour moi, c'est une femme pleine de sensibilité, capable de beaucoup d'affect, tout en étant terriblement cruelle. Les écolos du protocole. T'as vu qu'on t'a mis juste sous le beffroi quand même. Bah oui, bah c'est un signe. Mais qui a été choisi par nous. Oh, mais c'est un signe. C'est un signe. Ça veut dire que vous nous portez pour aller dans le beffroi. Non. On se supporte pas, on se supporte. Au sens anglais. Hein. Vous êtes en direct sur le débat construire la ville. À Lille, pendant la braderie, la politique continue. Chaque année, au pied du beffroi, tous les prétendants sont là. Le fauteuil de maire est à portée de main. Ils en rêvent. Un cycle qui s'achève, une brèche qui s'ouvre, un autre possible. Mais Martine Aubry n'entend pas lâcher le moindre mètre carré de cette ville qu'elle a été chercher à la force du poignet, qu'elle a voulu façonner, quartier par quartier. Le symbole en fait du socialisme ouvrier dans le Nord, c'est le beffroi de Lille. Le beffroi de Lille, il est inauguré dans l'entre-deux-guerres par Roger Salengro. Il s'agissait en fait de montrer qu'il était aussi édifiant, aussi élevé que la chambre de commerce. Et donc il y a vraiment l'idée ici que le socialisme façonne le territoire. C'est quand même une petite fille tout de suite. Ça, c'est privé. Alors ça, je pense que c'est privé, celui-là. Ouais. Ouais. Donc là, on a ça, c'est logement privé. Tout ça, c'est public. De l'autre côté, c'est totalement mixte, vraiment totalement mixte. J'ai toujours pensé que c'était une très grande force pour Lille d'avoir cette mixité sociale et culturelle. Et pour moi, il fallait absolument, pour éviter que la ville ne devienne une ville à 2 vitesses, travailler sur les quartiers populaires. Mais avec quelle conception de la ville ?
Alors là, on est dans un quartier qui était et qui est encore quasiment le plus grand quartier de Lille, avec plus de 20 000 habitants. Ce quartier, dans la fin des années du siècle dernier, on l'appelait Beyrouth, la zone de l'endroit, parce qu'il y avait beaucoup de trafic, ce qui est encore localisé dans un endroit, il faut quand même dire la vérité. Et voilà. Donc c'est un peu ce quartier, c'est par lui qu'on a commencé pour faire cette métamorphose des quartiers populaires. L'idée, c'était quoi? C'était de dire, il ne faut pas seulement démolir des immeubles, parce qu'ici, on avait des immeubles sociaux, posés les uns à côté des autres sur une espèce de friche, quoi. Avant, on habitait dans la tour A, B, C de tel ensemble. On n'était pas dans des rues avec un numéro de rue, avec une adresse, etc., comme si on n'existait pas. Comme si on était des individus comme ça, dans une tour, dans un bloc. Refaire des rues avec des numéros, des adresses, comme partout dans tous les quartiers, c'était très important. Et beaucoup de gens nous ont dit « Ah, enfin, j'ai une adresse ». Bonjour. Vous sortez déjà? Comment ça se fait? On termine. Vous terminez à 15h30? Pas tous les jours. Mercredi, on finit à 16h. Vous êtes en quelle classe? En 6e. Ah voilà, vous êtes des grands, vous êtes au collège, c'est pour ça. À Verlaine, oui. Verlaine. Yes. Ah, ça fait une deuxième. Allez, ça va bien. Voilà. Bon, bonne fin de journée. Au revoir. Et bonne 6e alors. Vous êtes rentrée donc la première fois en collège. Oui. Et alors, comment ça se passe? Bien. En 2001, Martine Aubry vit sa première campagne municipale. Et déjà, elle se pose en dame patronnesse des quartiers populaires. Elle avait vraiment décidé de mettre l'accent sur une campagne de porte-à-porte dans les quartiers populaires, avec l'idée vraiment de dire, voilà, moi je vais être maire de Lille, je serai maire des quartiers populaires. Et j'avais pu mesurer à l'époque la difficulté pour elle de l'exercice. C'est fascinant le métier de maire. Le métier de maire, c'est une capacité en fait à s'adapter à des publics très différents, des jeunes des quartiers, des bourgeois du Vieux-Lille, toutes les strates de la population, et d'être en empathie en fait. Ça demande beaucoup de capacités psychologiques. À mon avis, c'est un métier qui s'apprend, un métier politique qui s'apprend, et elle n'avait pas au départ les dispositions de ce métier. Bernard Boucaud, fils d'artisan. Michel Collin, fils d'expert comptable. Yves Lioncan, fils de professeur d'université. Martine Aubry, fille de haut fonctionnaire. Le chemin n'était pas tout tracé entre la fille de Jacques Delors, diplômée de l'ENA, et les courées de briques rouges. Quand elle arrive, Martine Aubry, c'est l'étoile montante du Parti socialiste. Ministre du Travail dans le gouvernement d'Édith Cresson, puis de Pierre Bérégovoy, à 40 ans à peine. Une trajectoire fulgurante. Vu du microcosme parisien dans lequel elle a toujours évolué, Lille semble très loin. Pierre Mauroy pense que Martine Aubry, qui cherche un point de chute, qui a envie de s'investir politiquement, qu'on annonce à Roubaix, qu'on annonce à Villeurbanne, qu'on annonce ailleurs, peut être à Lille celle qui va permettre justement ce renouvellement. C'est une femme, elle est socialiste, et Pierre Mauroy ne veut pas imposer une personnalité sans que les socialistes locaux soient d'accord. Dans l'idée des socialistes locaux, il y a un dauphin naturel. Il n'y avait pas plus proche, plus fidèle, plus loyal auprès de Pierre Mauroy que Bernard Roman. Son poulain pressenti, Bernard Roman, est battu aux élections législatives dans la première circonscription, qui est vraiment la circonscription historique de la gauche à Lille. Il perd. Et je pense qu'à ce moment-là, Pierre Mauroy se dit, si mon poulain pressenti, Bernard Roman, perd une circonscription imperdable, le Beffroi est menacé le jour où je partirai. Moi, je suis présent à un déjeuner et on est trois. Pierre Mauroy, Bernard Roman et moi-même. La conversation vient sur la succession. Et Pierre Mauroy dit, ben voilà, Martine Aubry, il évoque son nom. Bernard Roman acquiesce, oui, c'est bien. Ce serait bien si elle venait dans le Nord. Ah oui, ce serait très bien si elle venait dans le Nord. Peut-être à Roubaix, oui, mais bien sûr. Mais si elle venait à Lille. Et là, je vois, il y a un blanc, il y a un moment un peu peut-être de sidération chez Bernard Roman qui prend le temps de retrouver son souffle et qui dit, toujours discipliné, comme il a toujours été, eh bien Pierre, si c'est ta volonté, si tu penses que c'est ce qu'il faut faire pour gagner à Lille, alors on fait comme tu veux. Je suis parachutée, je l'ai dit moi-même. C'est vrai, je n'ai jamais habité dans le Nord, je suis née à Paris. Martine Aubry à Lille pour les prochaines municipales, c'était depuis quelques semaines un secret de polichinelle qu'il fallait bien officialiser.
Cet après-midi, en mairie de Lille, ce fut chose faite. La reine d'un jour, puisqu'il n'est pas question de dauphine, fut intronisée par Pierre Mauroy le maire et Bernard Roman, le patron des socialistes du Nord. J'ai proposé à Pierre Mauroy, dès lors qu'il voulait me présenter à la presse, que Bernard Roman soit avec nous et qu'on forme un vrai trio. Voilà. Et bon, ça a été un peu dur de le convaincre de cela, parce que mon sujet, c'était pas de prendre la place de Bernard Roman. Je pense que Pierre Mauroy avait des sondages et voyait bien que ça ne passerait pas, malgré ce qu'avait apporté Bernard Roman. Je comprends que ça a été douloureux pour lui, surtout de ne pas le savoir avant. Je me sens bien dans le Nord, je l'ai dit plusieurs fois. Je sens que c'est rare dans notre pays d'être dans une région et dans une ville où on a appris à vivre ensemble. Dans l'ensemble, sa famille politique l'accueille plutôt à bras ouverts, en particulier le chef de clan, Bernard Roman. Curieusement, Martine Aubry va toujours penser que Bernard Roman lui a été hostile. Et quand Martine Aubry se met à soupçonner quelqu'un de quelque chose, vrai ou imaginaire, rien ensuite ne lui enlèvera de l'esprit ce qu'elle a pensé. À l'époque, j'ai dit, vous êtes allé, président, chercher la fille de Delors. Vous avez vu Martine Aubry, mais ça, vous ne pouviez pas le prévoir. La France détient à la fois le temps de travail le plus bas et le nombre de chômeurs le plus haut de la plupart des grands pays industrialisés. Après la dissolution surprise de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac, Lionel Jospin forme très rapidement un gouvernement et appelle auprès de lui Martine Aubry. Elle hérite d'un ministère impressionnant, à la fois en charge de la réforme sur le temps de travail et de celle sur la sécurité sociale. En tout cas, nous, notre souci est d'ouvrir des pistes nouvelles. Vous l'avez bien compris, la réduction de la durée du travail en est une, et nous faisons confiance aux chefs d'entreprise et aux organisations syndicales. Je suis en train d'essayer de vous répondre. Si vous évitiez de hurler, vous m'écouteriez. Ça fait partie des grandes étapes de l'histoire de notre pays, la réduction du temps de travail. Et là, on est dans un contexte encore plus difficile que sur les autres périodes. Ça ne se fait pas à la suite d'un grand mouvement social. Il y a plus de résistance. À l'époque, la réforme, c'était le progrès. Aujourd'hui, la réforme, c'est on revient en arrière. Voilà, ça, c'est le libéralisme. Nous ne sommes pas à contre-courant du monde, nous sommes à contre-courant de l'ultralibéralisme. Je vous dis la vérité, l'emploi, le travail, la formation, les femmes, les handicapés, les personnes âgées, parce que c'était tout cela, ça allait. La sécurité sociale, je lui ai dit non, mais je vais me planter. Vous savez, j'ai pleuré toute la soirée en disant je vais les planter. Et j'ai travaillé tout l'été sur la sécurité sociale, écoutant tous ceux qui savaient, lisant les rapports d'experts pour dire qu'est-ce qu'on va faire pour rétablir ces comptes de la sécurité sociale, tout en n'oubliant pas qu'à l'époque, 6 millions de personnes n'avaient pas accès aux droits, d'où la CNU. Et ça a été une période formidable. J'ai vraiment... ça a été une période formidable, harassante, parce que j'étais, après avoir préparé les lois, j'étais matin et soir au Parlement. Je l'avais dit dès le départ à Lionel, tu me confies numéro 2 du gouvernement avec tous ces ministres qui dépendent de moi, ça va être une tâche harassante. Et moi, je veux être maire de Lille. C'est le mandat qui me plaît. Bon. Et donc, je partirai avant la fin des 5 ans. L'on pourrait croire un père qui conduit sa fille à l'hôtel. Le 25 mars 2001, le mariage entre Martine Aubry et les Lillois est célébré. Après avoir été 6 ans première adjointe de Pierre Mauroy, elle s'installe enfin dans le fauteuil de maire. Le socialisme municipal semble avoir trouvé son héritière. Les années 2001-2004 sont des années catastrophiques pour Martine Aubry à Lille, mais vraiment. Je pense que en privé, elle le reconnaît. Elle a déjà dit, moi j'ai déjà entendu dire, c'était les années les plus difficiles de sa vie politique.
que ça a été encore plus difficile que ce qu'elle a vécu au niveau national. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la rencontre entre Martine Aubry et Lille va être difficile. D'après l'ère Mauroy, il y avait quand même une marque très forte de Pierre Mauroy, de ses équipes, des adjoints qui avaient travaillé avec lui. Et forcément, ça n'a pas dû être évident pour une femme politique arrivée d'ailleurs de faire sa place. Après, on connaît la poigne de Martine Aubry. Il fallait mettre de la rigueur à la fois dans les projets et à la fois dans les finances. Voilà. Donc ça a été vraiment une période où j'avais plus l'impression d'essayer de redresser un certain nombre de choses plutôt que d'avancer. Voilà, ça a été les premiers temps. Elle va promouvoir une culture de la compétence qui n'était pas vraiment la culture de Pierre Mauroy. La culture de Pierre Mauroy, c'était plutôt la culture de la loyauté. Elle brusque le personnel municipal en disant, son expression, c'est va falloir rompre les vieilles habitudes. Elle est sifflée à ce moment-là à une cérémonie de vœux du personnel. Donc elle va être très impopulaire dans le personnel municipal. Ah non, avec certains élus, oui. Bien sûr, puisque certains pouvaient se dire c'était ma place, certains au pluriel d'ailleurs. Avec le personnel municipal, ça s'est tout de suite très très bien passé. Les Lillois ont élu Martine Aubry, mais s'attendaient-ils à un tel changement ? Après 30 ans de règne de Pierre Mauroy, qu'il surnomme toujours affectueusement « Gros Quinquin », la sèche efficacité de la ministre les bouscule. La nouvelle maîtresse du Beffroi contrôle tout, décide de tout. Il faut bien voir que Martine Aubry a une pratique du pouvoir qui était très différente de Pierre Mauroy. Il déléguait, il faisait confiance en fait à ses adjoints. Il ne s'impliquait pas beaucoup dans les affaires municipales, Pierre Mauroy. Pierre Mauroy donnait les directions, mais il confiait à ses adjoints et ses directeurs de service des politiques publiques, et puis il leur faisait confiance. Martine Aubry n'a pas du tout ce fonctionnement. La vie qui t'embrassait et puis que tu viendrais une fois. Il est clair que Martine Aubry, je pense largement pour s'imposer comme maire, au sens pour montrer qu'elle était digne de la fonction, elle a fait du Martine Aubry. Avec donc un cabinet qui va être dirigé successivement par Audrey Linkenheld, par Jean-Marc Germain, c'est-à-dire par des gens avec, disons, un pédigré d'une formation nationale de très bon niveau. Et puis elle va s'appuyer sur quelques adjoints en qui elle a grande confiance, notamment, et c'est très important, Pierre de Saint-Ignon, qui malheureusement est décédé aujourd'hui, et qui va être, disons, son homme lige et la personne sur laquelle elle va beaucoup s'appuyer pour notamment l'aider dans tout ce qui concerne le développement économique. Pierre de Saint-Ignon, c'est l'homme de l'ombre, le fidèle. Il rencontre Martine Aubry en 1990 et ne la quittera plus. Un chemin commun dans les ministères qui se poursuivra à la mairie de Lille, où il restera 18 ans son premier adjoint. Pierre, on s'appelait 2 fois par jour. Il y avait une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle, on s'appelait. Je l'appelais pour lui demander son avis, comme je le fais aujourd'hui avec d'autres élus. Mais avec Pierre, c'était, voilà, je vous dis, c'était 2 fois par jour. Et si on ne s'était pas appelé, on s'appelait le soir, voilà, tous les jours. Pierre, c'est la vision économique. Avec une énergie, mais à déplacer les montagnes. Et en même temps, ne jamais laisser quelqu'un de côté. Voilà. Et là-dessus, on s'est quand même totalement retrouvés. Moi, je suis de formation économique, j'ai travaillé chez Péchinet, j'ai toujours eu une vision économique des choses, et en même temps avec une très forte appétence vers le social. Le couple Pierre de Saint-Ignon, Martine Aubry va être très, j'allais dire, business friendly, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont très proches globalement du discours entrepreneurial. On pourrait a priori penser que Martine Aubry a une image négative chez les patrons parce qu'elle incarne les 35 heures, elle incarne plutôt la gauche du Parti socialiste, qu'elle a des déclarations parfois un peu acerbes à l'égard du patronat, mais en fait les relations sont très bonnes. On va dire qu'elle les impressionne encore. C'est un mystère pour moi. Normalement, le politique devrait être à l'écoute de l'acteur privé qui explique, à son point de vue, comment il faut faire les choses. Vous voulez que je crée de la richesse, vous voulez qu'on puisse la partager, vous voulez innover. Voilà, moi je suis capable de faire, mais voilà, il faut m'écouter. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les acteurs privés, ils écoutent Madame le maire. Et quand ils n'écoutent pas, eh ben, ils prennent une baffe.
Nous sommes au cœur d'Euratechnologie, qui est donc ce pôle d'excellence sur les nouvelles technologies, qui est en fait la réunion de deux usines textiles, Leblanc et Lafon, qui sont devenues cette French Tech, là vous la voyez en entier, donc le cœur économique de ce quartier, puisqu'on a à la fois des start-up et à la fois IBM, Capgemini, Inria, pour ne prendre que ces exemples-là. Et ça a été porté par Pierre de Saint-Ignon, cette idée, peu comprise par beaucoup d'élus. C'était il y a 12 ou 13 ans de cela. Et maintenant, ça existe depuis 10 ans et le succès est absolument total. Bon, on y va parce que si jamais il faisait beau, on ne sait jamais. Vous avez pris les images là? Parce que moi, j'ai rien pris. Oui, et les chiffres. Voilà. Vous voyez, si vous revenez dans 3 ans ou dans 2 ans et demi, tout sera construit autour, mais toujours avec l'idée d'avoir des espaces verts et un meilleur équilibre que précédemment entre la nature et les hommes et la construction. Il reste un micro-quartier qui pose problème, c'est le quartier des aviateurs ici, un quartier d'habitat social. Et donc nous avons acquis le bout de cette presqu'île avec un promoteur social. Et on va refaire du privé dans ce qui est aujourd'hui uniquement social. Donc là, évidemment, on gardera tous ces arbres. Et l'idée, c'est de faire une promenade verte tout autour de l'île des Bois Blancs pour entourer, je dirais, la Dole. Pour Martine Aubry, Euratechnologie n'est pas un dossier comme un autre. Il reste comme la dernière œuvre commune de son duo avec Pierre de Saint-Ignon. Son ami, son plus proche collaborateur, décède à 70 ans. Désormais, Martine Aubry est seule. Il faut continuer, coûte que coûte, garder la tête haute au milieu des barons socialistes locaux qui, depuis son arrivée, ne lui ont fait aucun cadeau. Martine Aubry est élue maire en 2001. Les législatives ont lieu en 2002 après la défaite de Lionel Jospin. Et Martine Aubry ne se présente pas à Lille. Donc ça montre la fragilité de son ancrage local, puisqu'elle ne réussit pas à imposer aux caciques locaux, aux notables locaux du PS, et notamment à Bernard de Rosiers et à Bernard Roman, qui lui laissent leur circonscription. Empêchée de se présenter dans la première circonscription, normalement réservée au maire de Lille, Martine Aubry doit s'exiler dans la 5e, en dehors de sa ville. Et pour Martine Aubry, le choc, c'est qu'elle est battue aux élections législatives dans la fameuse circonscription en dehors de Lille à laquelle elle est candidate pour sa réélection. Elle est battue par un candidat, un outsider que personne ne connaît. Jamais lui ne pensait pouvoir battre Martine Aubry. Et à l'époque, cette défaite, c'est un peu le symbole d'une espèce de gauche socialiste déconnectée. Elle n'a pas été du tout présente sur sa circonscription, forcément, pendant 5 ans, parce qu'elle était ministre et qu'elle ne s'est pas occupée de sa circonscription. Elle pensait être élue sur la foi de son nom. Eh bien non, patatras, elle perd, donc c'est les larmes de Martine Aubry, et c'est un désaveu terrible. Le revers de Martine Aubry à Lille, battue par un nouveau venu de 32 ans. Je pense aux salariés qui ont des petits salaires, des tâches précaires, ont eu l'impression que nous n'avons pas fait suffisamment pour eux. Et on pense qu'elle est battue en partie parce que un certain nombre de sections socialistes ne font pas vraiment campagne pour elle, pour des raisons, disons, de mécontentement par rapport à sa candidature. Donc elle est battue, ce qui est un choc pour elle. C'est la première fois qu'elle subit en fait un revers électoral. Donc je prends ma part de responsabilité de cette défaite. Et je voudrais leur dire que je vais continuer à travailler avec tous les élus de gauche ici pour continuer à améliorer leur situation. Je ne suis pas sûr que ce soit une plaie qui n'était jamais refermée. Terrible pour elle. Terrible. Et à mon avis, elle ne s'est pas remise de ça. Jamais. Jamais. Alors elle prétendra le contraire. Je la comprends. Hein. Et en plus, battue par la trahison des siens. Je pense que ça l'a minée et ça l'a beaucoup affaiblie. Je pense qu'elle a tout à fait mesuré ce que ça représentait pour elle, à l'époque, de perdre ce mandat de député. Elle se disait, ça va être compliqué pour moi par la suite. Parce que le PS est très affaibli,
je ne suis pas forcément très bien accueilli localement, et dans ce contexte un peu difficile, il va falloir que je m'affirme. S'affirmer, tracer sa route. Martine Aubry n'est jamais aussi déterminée que dans l'adversité. Elle essuie ses larmes et repart au combat. En 2004, la haut fonctionnaire touche avec la culture le cœur des Lillois, comme un nouveau départ. Probablement que 2004, c'est l'événement, donc Lille, capitale européenne de la culture, c'est l'événement qui va officiellement marquer le fait que Martine Aubry est maire de Lille. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent à prendre. Voilà. Effectivement, elle va raconter quelque chose à la ville. Il y a un peu un storytelling autour de Lille 2004, c'est-à-dire qu'elle va dire, voilà, je suis celle qui va donner une nouvelle dignité à la ville, qui va projeter la ville dans un nouveau récit. Moi, j'étais au cœur, forcément, j'ai vécu toutes ces palpitations, ces émotions totalement incroyables, le bal blanc du 6 décembre, enfin, on a tous des souvenirs merveilleux pendant Lille 2004. Elle va se mobiliser sur sa ville. Et elle fera finalement ce dont on avait besoin, qui était profondément dans ses gènes, qui est cette appétence pour le culturel, et qui nous manquait à Lille. Moi, j'avais plusieurs objectifs. Le premier, montrer aux Lillois et aux gens de la région qu'ils étaient dans une terre de culture, qu'ils étaient flamands au moment de la Renaissance, qui a quand même été l'arrivée de la peinture moderne. On a vu des hommes et des femmes de la rue, on a vu des paysages et pas seulement des peintures religieuses. Et ensuite, leur montrer aussi que leur culture populaire, notre culture populaire, les géants, les braderies, les ducats, etc., était une vraie culture. Et qu'on ne devait pas dire il y a une culture de base et puis la grande culture. Les anglo-saxons ont un concept qui s'appelle city proudness, la fierté urbaine. Elle va donner de la fierté urbaine autour de Lille 2004 aux Lillois. Qu'ils soient fiers, qu'ils retrouvent la fierté de leur culture du passé, qu'ils s'ouvrent vers le monde, et puis qu'ayant partagé toutes ces émotions pendant un an, eh bien, ils se regardent autrement en sortant. Vous vous rendez compte que les Parisiens, alors nous on était flattés, il y avait des charters entiers d'avions de VIP parisiens, des avions complets. Les Pinault et compagnie débarquaient à Lille, quoi. La culture devient la formule magique de Martine Aubry pour dynamiser Lille. Les grands rassemblements culturels thématiques, populaires, deviennent en 15 ans la marque de fabrique de la capitale des Flandres. En fait, c'est un projet politique de mettre la culture au cœur des choses. Voilà, c'est faire que les gens se rencontrent, c'est faire qu'ils voient du beau. Le beau dans la ville, la volonté que j'ai eue de mettre, que des grands artistes puissent mettre des installations dans la ville, tout le monde a le droit au beau. Elle nous a fait découvrir l'art contemporain. Voilà, c'est comme ça, c'est Eldorado aujourd'hui, enfin bon... ça, c'est de se mettre à son bénéfice, à son crédit. Ça va être un peu son emblème, en fait. Son projet totem, c'est un peu son projet totem. Hein, et elle va, à partir de là, construire toute sa légitimité sur la culture. Et autour de la culture, transformer aussi la sociologie de son électorat. On a Lille 2004 avec Lille 3000 et toutes les périodes culturelles qui sont derrière, mais qui vont tous dans le même sens, c'est-à-dire montrer un nouveau visage, montrer une nouvelle image de la ville. On a mis de côté tout le passé industriel. Aujourd'hui, on se projette dans l'avenir. Ça a changé l'image de la ville, ça a montré une ville énergique et créative. Et ça, c'est vraiment important pour l'attractivité de la ville, pour faire venir des touristes. Et puis, depuis plusieurs années, on voit arriver les Chinois et les Japonais qui, dans leur tour opérateur sur une semaine en France, passent 3 jours à Paris,
1 à 2 journées à Lille, et puis après, ils vont faire les vins près de Bordeaux. La ville doit être une marque, et donc doit se singulariser par rapport à d'autres produits qui sont proposés. On a le produit Bordeaux, on a le produit Lyon, on a le produit Marseille. Il faut constituer le produit Lille. Et donc il est culturel, il est tertiaire, et il faut produire tout un discours de marque, en fait, de marketing. Bâtir une nouvelle cité. Inventer le Lille du XXIe siècle. Le défi passionne Martine Aubry plus que les grandes joutes nationales. Les Lillois lui en sont reconnaissants. 4 ans après Lille 2004, les élections municipales sont un triomphe. 66,56% des voix, un record du jamais vu depuis Roger Salingro en 1935. Martine Aubry vient d'être élue. Martine Aubry, Lavier, Lille, 35 226 suffrages, 66. Dans la foulée, Martine Aubry s'impose aussi à la présidence de la communauté urbaine de Lille Métropole. C'est quand on dirige la métropole de Lille qu'on est un maire de Lille efficace, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de compétences des villes, notamment de la ville de Lille, qui ont été transférées à la communauté urbaine de Lille. Donc 2008-2014, elle a les manettes en quelque sorte. Elle a la ville dans laquelle elle a été bien élue, la communauté urbaine dans laquelle elle a été également bien élue, où elle a pu placer aux vice-présidences et dans les équipes administratives des personnes à elle, des fidèles. Et c'est ce moment-là où elle est le plus efficace. C'est le mandat de l'élu bâtisseuse, en fait. C'est-à-dire qu'elle va vouloir créer une ville à son image. Elle va façonner la ville, elle va théoriser une forme de ville, alors une ville mixte, mais aussi une ville attractive. Il y a aussi cette idée de créer une grande métropole. Martine Aubry a enfin tous les pouvoirs en main pour repenser Lille. Dans les quartiers populaires, son équipe transforme d'anciennes usines en lieux culturels, réhabilite certaines friches industrielles, invente des équipements publics et sportifs. D'autres quartiers sortent littéralement de terre, comme Euralille 2. Dans le prolongement du fameux quartier d'affaires Euralille, développé autour de la gare Lille-Europe dans les années 80, à l'époque, le projet Totem de Pierre Mauroy. Toute cette zone, 17 hectares, en plein cœur de ville, est une opportunité formidable pour y faire, là où le TGV va passer, une gare et transformer cette gare en ce que Pierre Mauroy va appeler une turbine tertiaire. C'est-à-dire créer un centre tertiaire et avoir l'ambition que ce centre tertiaire va être européen. Donc voilà comment naît l'idée d'Euralille, qui au début est vraiment une utopie. Il avait une formule formidable, c'était « il faut oser Euralille ». D'où je vous parle aujourd'hui, on est à Euralille. Il faut bien reconnaître qu'il a eu raison d'oser, quoi. Pierre Mauroy, Martine Aubry. 2 maires bâtisseurs. Le même désir de laisser une marque durable dans leur ville. Mais 2 méthodes qui diffèrent. Notamment sur l'idée du consensus métropolitain. Une philosophie politique inventée par Pierre Mauroy que celle qu'il est allé chercher à Paris va venir bousculer. Le consensus chez Pierre Mauroy, c'était à la fois une philosophie politique, mais c'est aussi dans son intérêt électoral bien compris. Aubry, elle a une conception beaucoup plus frontale de la politique. Elle trouve que le consensus est émollient. Elle trouve que voilà, il faut trancher. Elle me voyait d'abord comme un ennemi politique, avant d'être un partenaire avec qui on aurait pu créer, dans la métropole lilloise, du consensus pour faire avancer la métropole. Chaque fois que je disais quelque chose, c'était toujours dans la contradiction brutale, dans le choc frontal. Tout le contraire de Pierre Mauroy. C'est difficile de parler de consensus avec ça. C'est pas un mot qui va vraiment avec Martine Aubry, ça, consensus. Donc c'est autre chose. Le consensus, pour le consensus, non. C'est-à-dire, le consensus, si c'est tu votes pour moi et je vais te faire ta place ou je vais te faire ton centre culturel, non. Parce que c'est le consensus qui est de dire j'écoute tout le monde, quelle que soit sa vision politique, et s'il a des beaux projets, bien évidemment, je serai là et je l'accompagnerai, oui. Voilà. Or, c'est en général pas comme ça que ça fonctionne.
Au conseil municipal, elle est beaucoup plus dans le clash que dans la rondeur en fait, de Pierre Mauroy. Et du coup, elle est beaucoup plus détestée en fait, par ses opposants. C'est-à-dire, y compris d'ailleurs, par exemple, ses associés rivaux comme les écolos. Hein. Les écolos à Lille, ils préféraient Pierre Mauroy parce que Martine Aubry, elle leur laisse pas beaucoup de place, elle est brutale. Elle est crainte. Respecter mes craintes. C'est pour ça que dans l'opposition, c'est un sacerdoce. Moi, je veux que les gens s'expriment. J'ai pas envie d'avoir des bénis oui-oui autour de moi. On ne progresse pas avec des bénis oui-oui. Et c'est pour ça que l'opposition, je la respecte. Parce que l'opposition, si elle joue le jeu, c'est-à-dire que c'est pas la critique pour la critique, etc., elle nous apporte aussi des idées. Elle nous dit là où ça fait mal. Donc, il faut les entendre. Moi, je pense qu'avec Martine Aubry, il faut viser haut du point de vue de la conviction. C'est-à-dire qu'il faut vraiment montrer l'ambition qu'on veut atteindre. Alors, elle peut être d'accord ou pas d'accord. Si elle n'est pas d'accord, elle le dit. Donc là, c'est peut-être pas la peine d'assister. Il était d'usage, chaque année, il y avait un repas des élus du conseil municipal. Et l'usage, c'est qu'on se faisait des petits cadeaux réciproques. Et un jour, le groupe lui a acheté un bonsaï. Et pourquoi un bonsaï? Je lui ai dit, vous voyez, un bonsaï, c'est quelque chose qu'il faut traiter avec beaucoup de délicatesse. Vous penserez toujours à votre opposition en le traitant. Il faut traiter avec délicatesse et en même temps avec cruauté en le coupant un petit peu par-ci, par-là. Quand je parle à des gens et que je leur dis des choses qui ne sont pas agréables, ce sont des gens qui ont les moyens de se défendre. Je ne parle jamais comme ça à quelqu'un... un agent de la ville, voilà, je fais très attention que ce soit quelqu'un qui peut me répondre, qui est au même niveau que moi. Oui, je peux être dur avec les puissants, oui. Mais parce que je pense qu'ils peuvent se défendre et que c'est ça la démocratie aussi, c'est pas la mollesse de on est toujours d'accord et derrière on dit le contraire. Il est des moments où Madame le maire se laisse aller. Martine Aubry aime le football et cela se voit. Bravo, quelle saison! Qui aurait cru en fin d'année dernière, quand on était tous en blanc, que nous finirions deuxième directement en Ligue des Champions. Et puis moi j'ai un petit faible particulier pour Thiago Mendes, donc je le dis. Parce qu'il a toujours su mettre l'équipe dans le bon sens. Voilà. Et je pense que l'explosivité, comme disent les commentateurs du LOSC cette année, lui doit beaucoup. Une passion qui a toujours été là et que Martine Aubry a, comme la politique, souvent partagée avec son père. Alors on va voir, on va regarder un peu, on va filmer peut-être... L'année dernière, on a été juste et voilà, mais on a vendu tous nos bons joueurs, donc sans en racheter. Autoritaire, en tout cas exigeante, la fille de Jacques Delors sait qu'elle a parfois cette réputation. Elle l'assume. J'ai l'âme d'un fonctionnaire. Mon père m'a toujours dit, on est payé, vous êtes payés, les fonctionnaires, par les impôts des Français. Il faut que chaque franc soit bien dépensé. Jamais on a pu prendre, et je ne pense qu'on ne prendra jamais, Martine Aubry, en défaut sur cette question de l'intégrité. C'est pas rien tout de même, hein. Pouvoir avoir un maire en face de soi dont vous êtes sûr qu'elle est intègre, fondamentalement intègre. C'est rassurant. L'intégrité n'est pas le seul trait que Martine Aubry a reçu en héritage. Elle aussi verrouille sa vie privée et protège les siens. Comme son père, elle entretient un rapport inquiet avec le pouvoir.
Je pense que Martine Aubry, c'est quelqu'un qui a des formes de complexité, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, elle est un peu comme son père. Il ne faut jamais oublier que Jacques Delors, en 1994, avait refusé d'être candidat du PS, alors que les sondages, à l'époque, le donnaient vainqueur quasiment sûr. Hein. On se rappelle de cette émission 7 sur 7 qui a marqué ma génération, par exemple, sur le plan un peu de l'événement médiatique. Bien, Jacques Delors, je vous repose ma question du début de l'émission. Est-ce que vous êtes, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle? Yann Sancter, par exception, je vais lire. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas une décision qui fut facile à prendre. Je pense que Martine Aubry, c'est quand même la fille de son père pour ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avance et recule, c'est-à-dire apprécie d'exercer le pouvoir et se méfie du pouvoir. Dans sa trajectoire politique nationale, il est des faits étranges. Des postes qui arrivent malgré elle, comme si elle parvenait aux plus hautes fonctions sans le vouloir, ou presque. Comment dire, je n'avais pas prévu d'être candidate pour être première secrétaire du Parti socialiste. Ça, c'est vrai. Et Bertrand Delanoë, que je comptais soutenir, dans la nuit du samedi à dimanche, dans le Congrès, a changé d'avis. Donc, le dimanche matin, on m'a dit, les copains, les militants, tu ne peux pas ne pas y aller, on n'est pas d'accord avec Ségolène, il faut que tu te présentes. Et donc, ça s'est fait dans 10 minutes. Voilà. Donc oui, j'y suis pas allée. Jamais j'aurais pensé que je serais premier secrétaire du Parti socialiste, si c'est ça la question. Mais une fois que j'ai été élue, un peu compliqué les premiers mois. Moi, tout le monde disait elle est trop à Lille. C'est vrai que j'avais besoin de rester vraiment à Lille en même temps et de porter les deux et leur faire comprendre que je m'alimentais aussi par Lille. Mais après, voilà, on peut dire ce qu'on veut. Les critiques, elles sont faciles. On a tout gagné. Donc si je ne m'y étais pas mis fortement, je pense qu'on n'aurait pas eu ces résultats que jamais le Parti socialiste n'a eu. Voilà. Vous savez, quand je suis arrivée, le premier bureau national, il y en avait un qui se levait, je ne donne pas les noms, l'autre le traitait de droite. L'autre disait t'es un abruti, et l'autre, alors moi je dis assieds-toi, excuse-toi. C'était ça le Parti socialiste. 6 mois après, on travaillait tous ensemble. C'est une bonne nouvelle pour elle parce qu'elle est patronne du Parti socialiste, donc elle se renationalise en quelque sorte, mais en même temps ça se passe dans des conditions telles que je ne suis pas sûr que ça a été excellent pour son image. Bon. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, elle est très occupée parce qu'elle est maire de Lille, elle préside la communauté urbaine de Lille, c'est quand même, et puis elle est patronne du parti et arrivant après, notamment après François Hollande, elle fait du Martine Aubry, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de tout et elle est très motivée. Donc ça veut dire qu'elle réorganise le parti, en tout cas elle cherche à le réorganiser alors que le parti est déjà très fragmenté à ce moment-là. Laurent Fabius, Dominique Strauss-Kahn, Ségolène Royal ont constitué des équipes, des réseaux. Elle, effectivement, n'a jamais eu de courant. Elle a eu François Lamy, elle a eu Christian Paul qui était un petit peu ses soutiens, mais qui ne sont pas forcément très connus nationalement, et elle n'a jamais constitué d'écurie présidentielle, parce qu'elle n'aime pas trop ça, en fait. Donc, du coup, ça a un petit peu handicapé son ambition, et on a parfois l'impression qu'elle subit les choses. Je le répète, elle ne voulait pas devenir première secrétaire, elle va le devenir au Congrès de Reims, et elle ne voulait pas être candidate à la primaire, et elle va aller un petit peu à la primaire, à contre-cœur. Hein. Bonsoir à toutes et à toutes. Arnaud Montebourg. Bonsoir. Jean-Michel Baillet. Bonsoir. François Hollande. Bonsoir. Martine Aubry. Bonsoir. L'un ou l'une. Primaire, si vous voulez, même chose. C'est parce que Dominique Strauss-Kahn est arrêté à New York que j'y vais. Je suis déterminée et je suis prête. Martine Aubry perd. Elle perd. Mon analyse est qu'elle perd dans des conditions très dignes, puisqu'elle est battue, mais elle est battue d'abord en ayant refusé d'aller chercher le soutien de Manuel Valls et d'Arnaud Montebourg, donc elle perd finalement au nom d'une forme de cohérence de son projet, donc je trouve que c'est quand même quelque chose qui est plutôt estimable. Puis elle perd ensuite de façon très digne parce qu'elle soutient de manière tout à fait indéfectible la candidature de François Hollande. Sauf que derrière, il va y avoir des événements dont on n'a peut-être pas conscience aujourd'hui, mais qui, je pense, l'ont marqué un petit peu. C'est que, d'abord, elle n'entre pas au gouvernement alors que la chose était pratiquement faite. Elle n'est pas candidate aux élections législatives une fois de plus, alors que si elle avait été candidate, elle aurait eu une investiture, elle aurait été élue députée. Et elle quitte ensuite, quelques mois après, la tête du parti. Ça veut dire qu'en quelques mois, elle passe, donc on est en octobre 2011, elle est quasiment candidate du PS à la présidentielle, donc elle est quasiment presque présidente de la République. Et 1 an après, elle n'est ni ministre, ni députée, ni patron du parti, donc elle a perdu sa stabilité, sa stature nationale. Je vais m'adresser là aux femmes et aux hommes de gauche.
dont les ancêtres et même certains d'entre eux chantent une chanson où il dit « Il n'y a pas de sauveur suprême ». Alors il n'y a pas de docteur miracle, pas plus Jacques Delors que d'autres. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. J'ai jamais rêvé d'être président de la République. Non, c'était même une crainte. Non pas parce que je pensais que je ne pourrais pas avoir une capacité sans orgueil de dire cela, mais parce que l'idée d'être enfermé dans un château et toute sa vie, de ne pouvoir plus vivre, aller au marché, rencontrer les gens, pour moi c'est ça la vie. Voilà. Et c'est bête de dire ça parce que j'avais plein d'idées. D'ailleurs, j'ai préparé un projet pour François Hollande, qui est devenu le projet pour François Hollande, qui n'a pas été totalement appliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est pour dire que ce n'est pas le fond du travail à faire, de la vision sur notre pays qui me gênait, c'était le fait que ce n'est pas dans mon tempérament. Voilà. Pour moi, c'était la fin de la vie. Vous allez bien? Je suis heureuse que vous soyez venus. Ça va? En 2014, Martine Aubry est réélue maire de Lille pour un 3e mandat et promet que ce sera son dernier. C'est habituellement le plus risqué, celui où parfois on s'installe dans un rôle de propriétaire, celui où les résultats des grandes décisions politiques, bonnes ou mauvaises, apparaissent aux yeux de tous. Depuis quelques années, Lille étouffe sous les particules fines notamment. Les Lillois, militants ou non, dénoncent une pollution endémique et un vrai problème de santé publique. Une bougie pour chaque victime de la pollution de l'air. L'an dernier, 1700 personnes sont décédées prématurément dans la métropole lilloise. On dit rarement qu'une personne est décédée à cause de la pollution de l'air. On dit qu'elle est décédée par une telle ou telle pathologie. Et donc ça passe relativement inaperçu, malheureusement. Et donc le but aujourd'hui, c'est de rendre ça visible. Ah, c'est un sujet majeur, mais bien sûr. Oui, c'est un sujet majeur. Après, moi, je pense que c'est pas en s'adressant à la moelle épinière des gens et en leur faisant peur qu'on va faire réagir. Il faut s'adresser à la raison et au cœur, comme toujours. Voilà. Et ne pas en rajouter sur « on va mourir demain », en se mettant à plat ventre par terre, ou à plat dos plus exactement, avec un... Non, c'est en disant « allez, on va trouver les solutions ». Le visage de Lille s'affiche sans phare, brut et pollué. Ville minérale au cœur d'un nœud autoroutier majeur. Comme partout sur la planète, ce sont les jeunes générations qui posent haut et fort les questions qui fâchent. Lille est la 2e ville la plus polluée de France, devant Paris. Et donc, contrairement aux préjugés qui disent que Paris égale capitale égale pollution méga grosse, nous sommes bien pires. Chaque année, la pollution tue. Elle tue 15 fois plus que les guerres. Nous avons remarqué qu'à Lille, les arbres se font rares. Alors qu'est-ce que vous attendez pour en rajouter? Afin de faire en sorte que les Lillois utilisent davantage les transports en commun, nous souhaitons donc que les transports en commun soient gratuits. Madame le maire, nous comptons sur vous pour mettre en place nos idées. À quoi bon rester dans sa voiture et les bouchons alors qu'on peut marcher? Nous voulons que la ville mette en place la semaine exprès pour la qualité de l'air. On voit tout le monde. Attends. Voilà. On voit tout le monde. La conversion écologique du maire est au stade pré-embryonnaire. Personne n'est dupe. La calculette électorale, elle est probablement là. Une conversion ne se fait pas comme ça. Donc, est-ce qu'elle est elle-même convaincue par tout ça? Je ne sais pas. Qu'aujourd'hui, les gens disent on n'est pas allé assez vite et assez loin, sans doute. Mais on ne peut pas dire qu'on a découvert le sujet maintenant. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on est au mur, quoi. On ne peut plus se poser des questions, il faut foncer et aller encore plus loin. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui on est en situation de crise à Lille sur l'environnement, sur la qualité de l'air, bien plus que dans d'autres villes françaises. Et quand on se compare à d'autres grandes métropoles, on voit qu'il y a des décisions d'infrastructures de transport structurantes qui n'ont pas été prises au moment où elles devaient être prises. C'est vraiment les conditions dans lesquelles on va pouvoir vivre dans les prochaines décennies qui sont en question. Et donc est-ce qu'on va avoir une ville de Lille et une métropole de Lille vivable dans 10, 20, 30, 40 ans? C'est là tout l'enjeu. Et c'est pour ça que les mesures à prendre aujourd'hui doivent être très ambitieuses. À Lille comme ailleurs, les citoyens veulent désormais être acteurs. Madame le maire qui règne sur sa ville, parvient-elle à les entendre? Loin des Madame la ministre, elle préfère qu'on l'appelle Martine. Loin de l'ENA, de Paris et du pouvoir central,
Elle poursuit son chemin sur les pavés de Lille, qui la ramène aux valeurs de l'enfance. Vous me parlez jamais de ma mère, qui m'a beaucoup plus apporté qu'encore... Non, autant apporté. D'intégrité ? Non, en termes de tout. Mon père, si vous voulez, il nous a nourris intellectuellement. Il nous a obligés à être justement rigoureux dans l'analyse. Et ma mère, elle est basque. C'est très important parce que c'est peut-être de là que je tiens le plus. Voilà. Et comme on a dit aux 90 ans de ma mère, c'est une vraie basque. Elle est dure avec les puissants et douce avec les faibles. Et ça, c'est quelque chose que ma mère m'a appris. Bonne braderie à vous. Effectivement, il faut de l'autorité quand on est dans une ville. Bon, c'est pas de l'autoritarisme. Mais encore une fois, je pense que si on veut pas, si on n'a pas de vision pour une ville, ou si on ne veut pas diriger une équipe, accompagner les gens, il ne faut pas être maire. Martine Aubry, elle incarne une manière ancienne de faire de la politique, avec une forme de, comment on dit, oui, de sentiment de se dévouer. Elle a été ministre maintenant il y a 28 ans. Mais je crois que voilà, ce qui l'anime, c'est de continuer à y aller pour que la ville reste à gauche, reste socialiste, mais dans un contexte qui a largement changé, et avec probablement la question, cette fois-ci beaucoup plus lancinante encore, de sa succession potentielle si elle était réélue maire. Ah, je vous vois arriver là. Est-ce que la ville va rester socialiste ? Vous imaginez bien que je vois bien les personnes qui sont aujourd'hui dans l'équipe municipale ou qui pourraient y rentrer et qui demain pourraient être maire. Autrement, j'aurais pas fait mon boulot jusqu'au bout. Et vous savez que je suis exigeante. Voilà.